Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Bienvenue à cet événement organisé par Transition Québec. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Transition Québec, c'est un parti municipal de Québec qui est à la fois écologiste, féministe, indépendantiste, entre autres, et qui vise à rassembler les citoyens et citoyennes qui veulent améliorer leur milieu de vie et qui veulent apporter un changement réel là, à la ville de Québec. Les événements Jason Transition, comme on fait ce soir, c'est des événements d'environ 1 heure sur des sujets qui nous préoccupent, qui nous animent. Puis aujourd'hui, on va avoir une présentation de 30 à 40 minutes sur la ville et la transition écologique. Il y a quelqu'un qui demande si c'est correct de Rimouski. Oui, tout à fait. Bienvenue. On est content de savoir qu'on reach au-delà de Québec. Puis donc, aujourd'hui, notre invité, c'est Marielle Papin. Bonjour, Marielle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais te laisser te présenter, puis commencer ta présentation. OK, parfait. Ah, Merci beaucoup. Petit mot avant, Pardon? juste demander aux gens de garder leur micro fermé tout au long de la présentation. Puis si vous avez des questions, vous pourrez les noter. On va avoir le temps en masse là, à la fin là, pour y répondre. Okay, merci. Merci Anthony, merci à vous tous d'être ici ce soir. Ça me fait très plaisir de vous parler d'un de mes sujets favoris. Parler des villes et de l'environnement, c'est un peu ce qui me passionne, ce que je fais pas que dans le cadre de mes recherches, mais aussi assez régulièrement finalement. Bon, je pense que c'est des sujets qui sont aussi très très pertinents aujourd'hui, donc pas trop de mal à en parler au quotidien. Alors, actuellement, je suis chercheur postdoctoral à McGill, enfin à distance, puisque là, je suis dans Saint-Jean-Baptiste ce soir. Et puis, je viens de terminer un doctorat en sciences politiques à l'Université Laval. Et j'ai travaillé pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur la question des villes et plus précisément des réseaux de villes transnationaux engagés dans l'action climatique. Donc, je viendrai un peu là-dessus pendant ma présentation sur ce que c'est et puis pourquoi c'est pertinent aussi d'en parler. Mais donc, voilà, donc j'ai pas travaillé sur des villes spécifiques, même si ce soir, je vais essayer de vous donner quelques exemples qui peuvent être intéressants en termes d'action environnementale en tout genre. Mais voilà, je ne suis pas spécialiste d'une ville, je ne suis pas spécialiste de plusieurs villes. Je travaille plus généralement sur ces espèces d'associations de villes qui travaillent au niveau mondial ensemble sur des questions environnementales et surtout climatiques. Je ne sais pas si j'ai le droit de partager mon écran, donc je vais partager mon écran. Voilà, pour vous partager ma présentation. Super, puis je vais réduire petites images à côté. Ah, j'y arrive pas. Bon. Ok, super. Donc voilà, donc j'ai déjà dit tout ça, de toute façon, tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement donc, des villes et de l'environnement. Alors, le titre de la présentation, c'est les villes au cœur de la transition écologique. Je ne vais pas utiliser tant que ça le terme de transition écologique parce que ce n'est pas quelque chose que je mobilise vraiment dans mes travaux. Donc, je préférais laisser ça, peut-être on y reviendra en discussion ou pas. Mais donc, je vais parler plus largement de questions environnementales, voire de gouvernance environnementale. Alors, j'arrive pas à réduire les miniatures à côté, donc vous allez vous voir. J'ai un problème avec mon curseur, on dirait. Bref. Alors, ah oui, ça va poser problème parce qu'on ne va pas bien voir tout mon écran. Excusez-moi, j'essaye de... on voyait très voilà, bien, là, en tout cas, je ne sais pas si ah oui, d'accord, c'est que moi qui voyais les petites miniatures. Peut-être. Là, on dirait que ça devient... Là, moi, je vois très bien comme si c'était full screen. OK, c'est parfait. On va rester comme ça. Alors, ouais, bon, c'était que pour moi. Alors, je pensais que ça partageait aussi vos petites têtes à vous qui étaient sur le côté. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais parler un petit peu de la ville moderne. La ville moderne telle qu'elle a été conçue finalement au 16e, plutôt 17e siècle, 18e siècle. Évidemment, il y avait des villes déjà avant, mais la raison pour laquelle je veux parler un petit peu de ça, c'est que je trouve que c'est intéressant de revenir sur comment est-ce qu'on a pensé la ville finalement, et puis surtout à une période où elle a commencé à vraiment beaucoup se développer, cette ville. Donc, je pars de la question de la modernité, puisque c'est là que vraiment,
ça va déclencher plein d'idées. Donc, la question de la modernité, les penseurs modernes tels que Francis Bacon, René Descartes, ils vont nous amener au siècle des Lumières, à la question de la rationalité, la question de la technique, etc. Et après la révolution industrielle, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? C'est parce que donc, on commence vraiment plus à construire les villes, à les faire grandir, et on les construit dans une dichotomie entre ville et nature. Ville et nature, finalement, ça s'oppose. En tout cas, dans la manière dont on conçoit la ville au départ. Donc, je dis c'est pas tout à fait au départ, mais c'est un moment où la ville va vraiment, où le processus d'urbanisation va commencer à s'accélérer. Et donc, ces penseurs modernes qui vont vraiment imprégner notre pensée occidentale telle qu'on l'a encore aujourd'hui, ces penseurs, notamment, vont nous dire que ce qu'il faut, c'est, dans les mots de Francis Bacon, c'est faire reculer les bornes de l'empire humain sur la nature. Donc vraiment, l'humain va s'imposer sur la nature. Et puis, Descartes parle également de ça, puisqu'il dit qu'il faut rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature. Et ça va aller... Et ça, comment on va le faire? On va le faire notamment, bien sûr pas que, mais notamment à travers la ville. Ça ne change pas de... Voilà. À travers la ville. Et donc, la ville, ça va devenir l'œuvre de la civilisation. Puis la civilisation, elle est entendue comme une distanciation par rapport à la nature, notamment au travers de l'intensification du travail social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en gros, dans la nature, on va cultiver les champs, on va donc faire pas mal d'agriculture, et puis dans la ville, on va faire du travail social, c'est-à-dire beaucoup à cette époque de commerce. Puis il va se développer bien sûr du travail aussi administratif, et puis bien sûr par la suite beaucoup plus de services. Donc on va voir dans les villes, les villes vont être des grands carrefours au niveau du service. Et donc voilà, et donc dans cette logique-là, on dirait que la ville telle qu'entendue par les modernes, c'est une ville qui est sans nature. Il faut choisir, et d'une certaine manière, il faut choisir entre la ville et l'environnement, entre la culture et la nature. Et donc, c'est une logique qui s'installe à l'époque moderne et qui va se maintenir, donc à cette époque moderne, 16e, 17e siècle, et qui va se maintenir au 19e siècle, et qui va se maintenir au 20e siècle, et peut-être même, on peut dire, au 21e siècle, même si on aimerait qu'aujourd'hui, ce soit différent. Et aujourd'hui, donc voilà, on y est, l'association Ville-Nature aujourd'hui, elle est aux prises avec une nouvelle réalité environnementale. C'est-à-dire qu'on dirait qu'aujourd'hui, enfin jusque-là, peut-être qu'on a pu ignorer, peut-être qu'on a pu finalement dire que dans la ville, il n'y avait pas de nature et puis c'était bien comme ça. Aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus urbain. On a de plus en plus de villes et on a des villes qui sont également de plus en plus grandes. On voit sur ce graphique que j'ai composé à droite à partir d'autres graphiques dont j'ai mis la source en bas. En 1900, les 5 villes les plus grandes du monde, elles faisaient entre 1,7 million et 6,4 millions d'habitants. Je suis désolée, les graphiques sont en anglais, c'était la source qui était là, puis je ne pouvais pas les refaire. Ensuite, en 1905, la ville la plus grande, elle faisait 12,4 millions d'habitants, donc déjà, ça avait augmenté. J'ai dit 1950, oui, c'est ça. 12,4 millions d'habitants, donc déjà presque 2 fois plus. Et en 2000, donc 100 ans après ce premier point de départ qu'on a, on a une ville la plus grande qui fait 34,4 millions d'habitants. Donc les villes se sont considérablement étendues. Ça, c'était en 2000, et puis en 2009, on est finalement un petit peu moins avec 33 millions d'habitants, mais ce qu'on voit, c'est que les villes suivantes, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ville les plus grandes au monde, sont plus densément peuplées. On a Séoul, 23,9 millions d'habitants, Mexico, 22,9, etc., etc. Donc, on a cette urbanisation rapide et croissante aujourd'hui au XXIe siècle. Et en même temps, on a une prise de conscience environnementale, alors qui ne commence pas au XXIe siècle, commence vers la fin du XXe siècle, on peut dire, et qui va monter progressivement au niveau mondial. Et ces deux thématiques-là, ces deux phénomènes-là, pardon, on ne peut pas vraiment ignorer qu'ils se passent en même temps. Et donc, on n'a pas vraiment d'autre choix que d'engager les villes dans une discussion qui tourne autour des défis environnementaux.
Donc même si peut-être qu'auparavant, on pouvait l'ignorer, on pouvait dire qu'il y avait la ville et la nature, aujourd'hui, c'est plus trop possible. Il y avait la ville d'un côté et la nature de l'autre, pardon. Aujourd'hui, c'est plus trop possible. On est obligé de se poser la question de savoir quelle est cette relation entre la ville et la nature. Et donc, ma question ici sur cette diapositive, c'est est-ce que la ville du XXIe siècle, c'est une ville qui est contre la nature? Si avant, on ne se posait même pas vraiment la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la ville du XXIe siècle est contre la nature? Alors, pourquoi est-ce que j'amène cette idée? C'est parce que les villes, aujourd'hui, abritent un peu plus de 50% de la population mondiale, mais elles représentent 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui voudrait dire, en gros, que les 30% restants, c'est lors de la campagne. Tout le reste du monde, c'est 50 autres pourcents de la population mondiale qui ne sont pas urbains, mais qui sont ruraux, émettraient seulement 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, pour la question climatique, c'est très pertinent de se poser la question de la relation entre ville et nature. Mais plus largement que pour la question climatique, on peut se poser cette question de la relation entre ville et nature pour d'autres types de problèmes, de questions environnementales. Les villes sont à l'origine de nombreux problèmes environnementaux. La question de la pollution de l'air, par exemple, sur la gauche, là, vous avez une photo de la ville de Mexico. Comme on l'a dit, c'est 23 millions d'habitants aujourd'hui à Mexico et un espèce de smog, cette fumée, cette espèce de fumée-nuage, on ne sait pas trop, qui est presque constamment présente dans la ville ou au-dessus de la ville. Alors, la pollution de l'air, c'est notamment lié à la question climatique, mais pas que, hein, c'est plus large que ça. Et c'est une question qui se pose dans de nombreuses villes du monde. On l'a très largement, d'ailleurs, on a beaucoup parlé ces derniers mois hein, avec la pandémie mondiale actuelle, où on a vu la pollution de l'air décroître dans de nombreuses villes. Pourquoi? Parce qu'il y avait en fait la part du transport dans la question de la pollution avait considérablement décru. Et donc, on respirait mieux en ville tout à coup. Ce qui veut bien dire que la ville est à l'origine d'un grave problème de pollution de l'air. La ville est aussi à l'origine de problèmes de pollution de l'eau. Hein, cette ville, quand on a 22 millions d'habitants, par exemple, dans une ville, il faut, bien sûr, il faut leur donner accès à l'eau. Dans certains quartiers, ça peut être très, très bien fait, dans certains quartiers cossus. Dans d'autres quartiers, il ne faut pas oublier que les villes, c'est aussi parfois, en partie du moins, bien sûr, des bidonvilles. Les bidonvilles font partie des villes. Et là, on peut douter que la gestion de l'eau soit aussi efficace. Et on sait très bien qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes de pollution de l'eau dans ce quartier-là, mais pas que, bien entendu. Hein. Les villes peuvent abriter des usines, des industries qui vont aussi poser des problèmes de pollution de l'eau. Un autre problème en lien avec la ville, notamment la ville du XXIe siècle, c'est la question de la perte d'écosystèmes. Par exemple, quand on construit un aéroport à proximité d'une ville pour une ville, on sait que ça peut souvent mener à controverse, ça peut souvent poser de nombreux problèmes environnementaux qui sont discutés ou pas. Mais voilà, c'est clairement un des autres aspects, un des autres problèmes que peuvent poser les villes. Et puis au-delà de ça, simplement, l'expansion sans limite d'une ville, forcément, va empiéter sur la campagne, va forcément empiéter sur des écosystèmes. Donc un autre problème que peut causer la ville. Et puis évidemment, en lien également avec la question de l'expansion de ces villes, il y a la question de l'érosion des sols, qui peut être importante, qui peut mener à de nombreux problèmes d'inondation de plus en plus fréquents, notamment. Et puis les villes, troisième point sur cette diapositive, les villes vivent de nombreux défis environnementaux. Alors là, c'est ce qu'elles doivent faire, elles, au quotidien, qui les met en confrontation avec l'environnement, ce que je voudrais évoquer. Donc, je reprends la question de la gestion de l'eau, par exemple. Eh bien, quand on a des millions d'habitants dans une ville, il faut bien sûr leur donner accès à l'eau. Et cet accès à l'eau peut être difficile s'il faut aller chercher l'eau parfois des dizaines, des centaines de kilomètres. J'écoutais l'autre jour une émission qui parlait de la ville de Paris à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui avait ce problème d'accès à l'eau et pour récupérer de l'eau potable, envisager de l'importer du lac Léman en Suisse. Ça commençait à faire loin, mais c'était vraiment ce projet-là
avant que finalement on se dise que peut-être qu'on pourrait faire des progrès en termes d'assainissement de l'eau plutôt que d'essayer d'importer de la ville de l'eau de Suisse. Un autre défi environnemental important, ça va être la question des déchets, parce que dans la ville, on produit énormément de déchets, et ces déchets-là, qu'est-ce qu'on en fait? On peut généralement pas les traiter directement dans la ville. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les envoie? Est-ce qu'on essaye d'aller les exporter? On a vu que d'autres pays, notamment la Chine, pouvait être aujourd'hui moins enclin à récupérer les déchets des pays occidentaux, puis forcément des villes occidentales. On peut faire des décharges à proximité, là, donc ça ne plaît pas forcément beaucoup aux populations locales, pour le coup. Les incinérer, les enfouir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets? Ça fait partie des questions que les villes doivent se poser au quotidien et qui font partie donc, de ces défis environnementaux et qui font qu'aujourd'hui, on pourrait se demander si la ville ne va pas à l'encontre de la nature. Et cette vision-là, elle est présente, elle est très présente, mais aujourd'hui, elle est de plus en plus remplacée par une autre vision, et puis c'est une vision qui est plus optimiste, et puis c'est probablement celle qui nous amène à nous réunir ce soir. La ville du 21e siècle qui serait peut-être pas la solution, mais une partie de la solution, ou une des solutions plutôt, aux défis environnementaux actuels. Et là, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un nouveau paradigme qui émerge actuellement. Donc, on voit la ville comme solution plutôt que comme problème. Et ça va se produire à plusieurs niveaux, notamment, et c'est une question qui m'intéresse beaucoup, moi, dans mes travaux de recherche. Donc, les villes, comme je l'ai dit déjà, semblent être d'importantes responsables de la crise environnementale actuelle ou des crises environnementales actuelles. Mais depuis quelques années, on commence aussi à les voir comme une possible solution. Et puis, ça, c'est au niveau local et au niveau mondial. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a tendance à penser, avec raison, la ville comme un acteur principalement local. Mais on peut voir, on va y revenir, la ville aussi comme un acteur qui joue un rôle au niveau mondial. Donc voilà, est-ce que dans cette logique-là, la ville modifie sa relation à la nature et finalement, on voit plutôt qu'une confrontation entre ville et nature, aujourd'hui peut-être l'espoir d'une conciliation entre ville et nature qui nous amènerait à repenser cette tradition moderne où on voyait la ville comme forcément dénuée de nature. Alors, je vais parler d'abord un petit peu de l'action environnementale des villes au niveau local. Donc, il est clair que les villes, qu'on le veuille ou non, il y a cette relation avec la nature puisque les villes ont des compétences traditionnelles qui sont en lien avec la nature ou avec l'environnement. Les villes, partout dans le monde, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve souvent des compétences similaires entre les villes dans différents pays. Et donc, les villes, souvent, évidemment, ce n'est pas tout le temps le cas, mais de manière générale, les villes gèrent les questions de fourniture d'énergie. Elles gèrent aussi les questions de fourniture et de gestion de l'eau, déjà évoquées, la question de la gestion des déchets et aussi la question du transport. Alors, le transport public, transport en commun, etc., etc. Et donc voilà, donc ça, c'est des compétences traditionnelles que les villes ont et qui sont forcément en lien avec l'environnement, en tout cas dans une vision actuelle. Peut-être qu'auparavant, quand on n'avait pas encore cette conscience environnementale à l'échelle mondiale, on pouvait traiter la question des déchets sans penser à la question de l'environnement. Ou dans une vision où on voyait les ressources comme illimitées, on pouvait se poser la question de l'accès à l'eau sans se poser la question de la gestion de l'eau, etc., etc. Et au-delà de ces compétences traditionnelles, les villes ont aussi de plus en plus de nouvelles compétences qui sont en lien avec l'environnement. Alors, ce qu'on verra seulement en conclusion, c'est que peut-être que ces nouvelles compétences ne viennent pas avec beaucoup de moyens, et ça peut être problématique. Toujours est-il que les villes ont ces nouvelles compétences. Aujourd'hui, on demande souvent aux villes, par exemple, dans les pays de l'Union européenne, de mettre en place un plan action climat. Ou ça peut porter ce nom-là, ça peut porter un autre nom. La ville de Mexico, par exemple,
je prends le cas de la ville de Mexico parce que j'ai oublié de préciser au départ que j'y ai travaillé pendant 2 ans avant de commencer mon doctorat. Donc, je connais un petit peu plus la réalité de cette ville-là et c'est pour ça que c'est plus facile pour moi peut-être de la prendre en exemple parfois. La ville de Mexico, donc, a une loi d'action climatique, en fait. C'est une loi assez unique, en tout cas, quand elle a été adoptée, elle était assez unique, cette loi d'action climatique au niveau d'une ville. Le contexte de l'Union européenne peut aussi faire que certaines villes, les pays obligent les villes à adopter ces plans action climat, ces plans d'adaptation climatique. On peut leur trouver plusieurs noms. Et donc voilà, ça, c'est pas quelque chose que les villes devaient faire avant, mais donc elles commencent à devoir le faire aujourd'hui. Parmi les petites images qu'on a sur cette diapositive, donc on a la question en haut à gauche de la question de la gestion des déchets. En haut à droite, en fait, on voit des panneaux solaires, là, de nombreux panneaux solaires qui sont installés. Donc la question de l'énergie. En bas à gauche, on a une image des égouts de Paris. Et puis en bas à droite, une image donc de dizaines de gens sur leur vélo à Copenhague. Donc voilà comment j'ai illustré là ces exemples de ces différentes compétences traditionnelles des villes. Alors, pour continuer sur la question de l'action environnementale des villes au niveau local, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir que les villes sont des lieux souvent d'innovation et des lieux d'expérimentation. Et ça, c'est un thème qui revient très régulièrement dans les travaux sur les villes en matière d'environnement, c'est à quel point les villes peuvent être novatrices. Alors pourquoi? Je pense que c'est parce que les villes sont comme des petits carrefours dans lesquels on trouve tous les différents secteurs qui peuvent être importants dans la question de l'innovation. Des quartiers généraux d'entreprises liés à haute technologie. Je vois que ma connexion Internet est instable, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème, que vous ne m'entendez plus. Je reprendrai, je reviendrai en arrière, on verra comment on peut faire. Donc voilà, donc les villes sont elles concentrent des ressources qui sont à la fois économiques, qui sont politiques, qui sont également liées aux connaissances, l'université. Et tout ça va aider à permettre de faire émerger des expérimentations. Alors, je parle d'expérimentation comme des initiatives qui, dans leur processus, peuvent être novatrices ou qui, dans leurs résultats, peuvent être novatrices également. En matière d'environnement, il y a des choses très intéressantes qui se font et qui peuvent être liées aux autorités publiques. Par exemple, sur l'image de droite, c'est le logo d'un concours qui s'appelle le Coolest Block Contest à Philadelphie. Et il s'agissait de faire concourir les habitants d'un quartier selon leur quartier il y avait différentes règles pour essayer d'obtenir des mesures d'isolation qui permettraient donc de refroidir leur quartier dans ces problématiques d'îlots de chaleur urbain dont on parle régulièrement au Québec, notamment la ville de Québec, Montréal également, comment réduire la chaleur dans la ville et aussi dans les bâtiments, bien sûr. Donc avec des systèmes aussi notamment là, c'était aussi des systèmes de peinture. On peinture les toits dans différentes couleurs, des couleurs plutôt claires pour essayer de faire réfléchir la lumière. On a un autre exemple d'expérimentation, ça va être le mouvement Ville en transition de Rob Hopkins qui a commencé en 2006 au Royaume-Uni. Donc là, on essaye de repenser la ville avec des plans d'action sur 20 ans pour rendre les villes plus résilientes. Et puis ça part d'initiatives qui sont citoyennes. Pour le coup, c'est plus l'autorité municipale. Et puis à Québec, on a aussi des initiatives qui sont très intéressantes. Je note là l'exemple de Verdir Saint-Roch, des initiatives de verdissement urbain, où là aussi, on essaye de lutter contre la question des îlots de chaleur urbains. En tout cas,
ça peut être directement ou indirectement. On peut tout simplement, plus largement, pardon, pas tout simplement, certainement pas, se préoccuper de la question de la qualité de vie des habitants d'un quartier, mais ça va avoir aussi des effets en termes d'adaptation au changement climatique, en fait, avec la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Voilà, ici, j'ai aussi mis cette image de ce film documentaire Demain, qui me semble très intéressant en termes parce qu'il présente justement plein d'initiatives comme ça que moi, ici, j'appelle des expérimentations. On ne sait pas trop quel va être le résultat, mais on tente des choses nouvelles. Comme je disais, soit dans le processus, soit dans le résultat. On essaye d'aboutir avec des choses nouvelles quand finalement on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait et que on n'a plus le temps et qu'il faut agir. Donc, on va agir sur une petite échelle qui peut être la ville ou qui peut être un quartier même, Verdir-Saint-Roch par exemple. Et donc, à ce niveau local, voire micro-local, parfois c'est plus facile d'agir. On fait face à moins d'obstacles qu'au niveau national ou qu'au niveau fédéral. Et donc, on sent que peut-être qu'à ce niveau-là, au moins, on peut faire quelque chose. Et puis, c'est pas rien, parce que ces initiatives, si elles réussissent pas, il n'y a pas eu forcément trop de risques de prix. Et si elles réussissent, elles peuvent faire parler d'elles et puis se diffuser ou s'étendre à un autre quartier ou à une autre ville, etc., etc. Donc voilà, et donc cette agilité de l'acteur local est très importante quand on parle des villes. Mais je voudrais aussi parler de la ville comme acteur au niveau mondial, qui est quelque chose d'un peu paradoxal qu'on n'envisage pas forcément. Mais moi, j'en ai fait une thèse de ça, alors je peux vous en parler longuement. Donc, l'action environnementale des villes au niveau mondial me semble très intéressante aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de villes qui vont agir en dehors de leurs frontières, de leur juridiction, et qui vont être présentes à de nombreux forums, par exemple internationaux, c'est-à-dire des forums qui sont réservés aux États, ou transnationaux, qui vont mélanger des acteurs étatiques, mais aussi non étatiques, par exemple des ONG, pardon, des entreprises, etc., etc. Donc, parmi ces forums, on peut noter les COP, donc les conférences des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Justement, la photo de gauche, c'est une image donc de différents maires et leaders de villes qui représentent leur ville pour le climat. Donc ça, c'était à la COP 23 qui s'est déroulée à Bonn en 2017 et qui montre que dans ces événements qui sont normalement réservés aux États, on a de plus en plus de villes qui sont là. En tant qu'acteurs de la société civile, par contre, elles ne sont pas là, elles ne peuvent pas participer, à moins d'y être invitées, elles ne peuvent pas participer aux négociations, mais elles sont là pour dire « nous sommes là et nous avons notre mot à dire, finalement, et nous voulons faire quelque chose ». Donc les villes, d'ailleurs, ont beaucoup ce discours, j'y reviendrai dans la diapositive suivante, pendant que les États parlent, les villes agissent, notamment. Et souvent, ça va être des villes mondiales. On va avoir des villes comme New York, par exemple, des villes comme Londres. Mais on a aussi parfois des villes plus petites. Par exemple, lors d'un de ces événements, d'une de ces COP, l'année suivante, en fait, la COP 24, j'ai rencontré et interviewé une représentante de la division environnementale de la ville de Mannheim en Allemagne, donc une ville beaucoup plus petite, mais qui était très active en matière d'environnement. Donc, c'est pas le niveau mondial n'est pas réservé aux très grandes villes, même si bien souvent on retrouve plus ces villes-là, bien sûr. Alors, maintenant, je voudrais vous parler plus précisément de comment agissent les villes au niveau mondial. Alors, parfois, elles agissent d'elles-mêmes à travers ces événements. Donc, la ville de Mannheim, la ville de New York, la ville de Pittsburgh, qui arrivent sur ce forum et qui va s'adresser aux acteurs autour d'elle pour montrer ce qu'elle fait et pour avoir des conseils d'autres villes, pour piocher parmi les bonnes pratiques d'autres villes ou d'autres acteurs, pas forcément que des villes. Mais les villes participent aussi bien souvent à des réseaux de villes transnationaux, ce dont je vous parlais au tout début, engagés dans l'action environnementale. Alors ici, j'ai mis les logos de 15 de ces réseaux qui sont donc comme des alliances de villes que les villes créent ou auxquelles elles se joignent pour dire
j'ai des problèmes environnementaux, j'ai des problèmes climatiques, et peut-être que on pourrait, et donc toi aussi, tu as ces problèmes-là, peut-être qu'on pourrait en parler, tu pourrais me parler de tes solutions, moi je te parle des miennes, et puis on fait de l'échange de bonnes pratiques comme ça. Alors ça peut être simplement de l'échange de bonnes pratiques qui va se faire à travers ces réseaux, mais ça peut aller au-delà de ça. Au-delà de ça, ça peut être par exemple un peu à la manière des États, on va faire des déclarations politiques où on dit, nous, ville du réseau, par exemple, ICLEI, en haut à gauche, nous, ville du réseau ICLEI, nous prenons la résolution je dis n'importe quoi, là, je n'ai pas l'exemple en tête, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ensemble de 25% d'ici à 2025, par exemple. Donc, c'est elles vont faire ce genre de déclaration. Elles vont aussi, parfois, à travers ces réseaux, à travers ces associations, obtenir du financement pour mener à bien leurs actions climatiques ou environnementales plus largement. Qu'est-ce qu'elles font d'autre, les villes? Ces réseaux-là permettent aussi pas mal de former des villes, de leur offrir des techniques pour mener à bien leurs actions. Alors parfois, ça va être comment est-ce que je peux faire, par exemple, un diagnostic de mes émissions de gaz à effet de serre? Comment est-ce que je peux mesurer la vulnérabilité de ma ville? Comment est-ce que je peux mettre en place un plan de résilience dans ma ville? Etc., etc. Donc tous ces réseaux-là, moi, je m'intéresse à ces réseaux qui sont transnationaux, c'est-à-dire qu'ils ont des membres, ils ont des villes membres qui viennent d'au moins 2 pays, d'au moins 2 ou 3 pays. Mais on peut aussi avoir des réseaux, bien entendu, qui vont être à l'échelle du Canada, à l'échelle de l'Allemagne, etc., etc. Mais donc, en parlant de réseaux transnationaux, on peut parler de la ville qui agit donc au-delà de sa juridiction, mais aussi au-delà de la frontière de son pays, et sans représenter nécessairement son pays d'ailleurs. La ville de Paris, quand elle participe à un de ces réseaux, ne représente pas la France, elle ne représente que Paris. Et voilà. Donc voilà ce que font un peu ces réseaux, et voilà comme une autre manière pour la ville de participer au niveau mondial à ces questions climatiques. Puis ça, c'est important parce que, comme je disais, les villes réussissent de plus en plus à faire parler d'elles au niveau mondial. Et on a de plus en plus ce discours qui est notamment véhiculé par le C40, dont le logo est représenté en bas à droite, qui dit pendant que les États parlent, les villes agissent. Et donc, je ne suis pas persuadée que ce soit complètement vrai, que ce soit complètement avéré, cette affirmation-là. Toujours est-il que les villes veulent montrer cet activisme qu'elles ont en matière environnementale, et veulent montrer que si, par exemple, dans le niveau climatique, les questions ont souvent été traitées par les États, traditionnellement, entre guillemets, puisque les questions climatiques, on les traite en gros au niveau mondial depuis le début des années 90, eh bien, les villes sont de plus en plus présentes pour parler également. Et alors maintenant, après tous ces beaux discours, concrètement, qu'est-ce qu'elles font, les villes? Je vous ai parlé un peu des domaines d'action où elles pouvaient agir, mais là maintenant, je voudrais donner quelques exemples de ce que font les villes ou ce que font des villes en matière d'environnement. Puis ce sera certainement un sujet à discussion par la suite. Alors, je vais prendre 2 cas. La question de la mobilité durable dans un premier temps, puis la question des déchets dans un deuxième temps. La question de la mobilité durable, je Excuse-moi, la trouve… Marielle, je Oui, vais juste t'interrompre une petite seconde pour dire que ça fait environ 30 minutes là, que la conférence a commencé. Je vais peut-être essayer de finir ça dans les 7-8 prochaines minutes, comme ça on va se garder du temps pour les questions. oui, oui, pas de problème. De Ouais, toute façon, mes exemples ne seront pas très, très longs, là, puis ça permettra de lancer la discussion, puis d'y revenir par la suite. Mais merci beaucoup. super, merci. Alors, sur la question de la mobilité durable, on a différents index qui permettent de classer les villes au niveau mondial. Puis ils nous disent par exemple que donc on a un index qui place Hong Kong comme la première ville au monde en matière de mobilité durable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc plus largement que la question du transport, on regroupe aussi la question notamment de combien de temps est-ce qu'on peut mettre à aller à satisfaire des besoins du quotidien. Donc, combien de temps est-ce qu'on a accès à différents services essentiels? Combien de temps est-ce qu'on peut mettre à aller à l'épicerie, etc., etc. Donc, ça regroupe ces questions de mobilité plus largement que de transport, puisqu'il peut s'agir d'y aller en marchant.
L'exemple de Hong Kong est intéressant parce qu'ils ont mis au point un système intelligent qui permet notamment, donc un système ultra technologique qui permet notamment de voir que donc voir l'arrivée de manière assez exacte du prochain métro. Et puis, on a calculé que toutes les 1,9 minutes, on avait un métro qui arrivait en heure de pointe sur la ligne d'Hong Kong la plus importante. Et puis, c'est un système qui est assez performant et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, donc pas que pour le métro, mais pour le transport de manière générale, on a 90% des trajets quotidiens qui sont faits en transport en commun, ce qui est énorme parce que pour comparaison, la ville de Montréal, où on s'en sort pas si mal au niveau de la mobilité durable, on a environ 25% qui se font dans les transports en commun, le reste étant notamment du transport privé. La question de la mobilité durable est intéressante aussi d'un point de vue technologique parce qu'il y a plein d'autres mesures, point de vue mais technologique ou pas, il y a plein d'autres types de mesures qui peuvent être prises. Par exemple, en France, on a plusieurs villes qui ont mis en place la gratuité des transports en commun. Alors là, on pourra revenir là-dessus peut-être dans la discussion. Est-ce que c'est un système qui est vraiment efficace ou pas? Ça peut poser question, mais toujours est-il que ça fait partie de ces choses que les villes peuvent faire en matière de mobilité durable, rendre les transports en commun gratuits. Un autre thème qui est de plus en plus abordé, c'est la question de la mobilité multimodale. Donc, et puis là, j'ai vu cette expression que j'ai trouvée assez intéressante, où l'entreprise Mass Global parle de mettre en place le Spotify, Airbnb ou Netflix de la mobilité. C'est-à-dire qu'on vous offre plein d'options sur une seule application pour vous rendre d'un point à un autre. Et puis, ça peut vouloir dire combiner différents modes de transport, le bus, plus du tramway, plus du vélo, plus, etc., etc. Et puis, bien entendu, un autre point important en matière de mobilité durable, ça va être l'augmentation et l'extension des pistes cyclables. On a par exemple à Paris, depuis le début de la pandémie mondiale, 50 km de coronapistes, comme on les appelle, qui sont ajoutées, donc de pistes cyclables pour permettre aux gens de prendre moins les transports en commun, puis d'utiliser plus leur vélo, et donc peut-être de limiter les risques de contagion dans les transports en commun. La dernière question que je voulais évoquer, c'est la question de la gestion des déchets. Donc, la question de la gestion des déchets, comme je l'ai dit, elle est évoquée, elle est importante, capitale même, dans pratiquement toutes les villes du monde. Et puis, donc, il y a des villes qui se distinguent d'autres. Puis là, je prendrai l'exemple de San Francisco qui a annoncé il y a déjà quelques années qu'elle allait devenir une ville zéro déchet, puis c'était l'objectif à l'horizon 2020. Je ne sais pas, j'ai pas réussi à voir si ça s'était vraiment produit, puisqu'on est déjà en 2020, elle devrait déjà avoir atteint son objectif, ou du moins d'ici la fin de l'année. Peut-être que, là encore, le contexte actuel fait qu'elle a réussi à retarder un petit peu ses objectifs, ou simplement, elle n'en parle pas. Toujours est-il que l'idée dans ce mouvement de ville zéro déchet, c'est de réduire au maximum les déchets, mais surtout les déchets qui vont être transférés dans des décharges et dans des incinérateurs. Donc, ça passe notamment par permettre un système de collecte des déchets organiques pour le compost. Puis, ça peut être un système qui ne va pas être simplement dans les maisons, mais aussi beaucoup dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les restaurants, etc., etc. Et ce compost va servir, par exemple, dans le cas de la ville de San Francisco, il va servir à alimenter les vignes de la vallée de Napa ou de Sonoma, ce genre de choses. Donc, a une grande utilité pour la ville et ses environs. Une autre mesure qu'a mise en place la ville de San Francisco il y a déjà quelques années, c'est l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, dont on parle de plus en plus également dans le contexte du Canada en général. Donc, pour conclure rapidement, je vous ai donné quelques exemples ici de choses qui se font dans différentes villes, qui montrent l'étendue du domaine de compétences des villes. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'on a on a des solutions qui sont basées sur la nature, la question du verdissement, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais aussi on a des solutions qui sont basées sur la technologie, la question du transport, de la mobilité intelligente, tout ça, c'est basé sur la technologie. Et donc, finalement, cette dichotomie qu'on avait entre ville et nature n'a peut-être plus vraiment lieu d'être. Aujourd'hui, en tout cas, il ne faut plus la voir comme ça. Et cette distinction aussi entre nature et culture,
ou même entre technique et nature, comme l'entendait Descartes il y a plusieurs siècles, aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Les solutions qui vont être employées par les villes pour lutter contre les défis environnementaux vont reposer à la fois sur la nature et sur la technologie. Mais le problème, c'est que les villes ne peuvent pas tout faire pour plein de raisons. Bien sûr qu'il y a des questions de volonté politique, comme au niveau des États, mais il y a aussi bien sûr une question des moyens financiers. Et ici, le rôle des États est capital. Le rôle des États reste capital. Quelle part de budget va être attribuée finalement aux villes? Ça va beaucoup influencer la manière dont les villes vont pouvoir agir en matière d'environnement. Et puis finalement, un dernier problème que je voudrais évoquer, c'est la question de la diffusion des politiques publiques. Quand on a des villes qui se parlent entre elles de différentes régions, mais aussi de différents pays, et se partagent leurs bonnes pratiques, il ne faut pas oublier que bien sûr, on ne peut pas simplement importer des politiques réussies dans une ville, les importer dans une ville qui a un contexte politique, socio-économique, culturel complètement différent. C'est pas si simple que ça. Donc, même si c'est important, cet échange de bonnes pratiques, ça demande des réflexions qui sont importantes et qui sont assez complexes. Donc voilà, ça clôt un peu ce dont je voulais parler au sujet des villes et de l'environnement. Puis je suis sûre que vous aurez plein de questions dans la discussion qu'on va pouvoir avoir qui vont pouvoir alimenter un petit peu toute cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria, pour ta présentation. C'était vraiment intéressant. Donc, je vais prendre les questions. Vous pouvez lever la main là, à l'aide du petit bouton bleu, là, main levée. Là. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a utilisé. Il se trouve à droite là, dans l'onglet participant. Si vous ne l'avez pas encore, c'est parce que l'onglet participant n'est pas encore ouvert. Vous pouvez le trouver en bas là, de la fenêtre où on avait la présentation. Il y a un onglet, il est écrit participant. Vous pouvez l'ouvrir. À partir de là, vous allez avoir accès au bouton. Donc, ma première question que j'ai, c'est Patrice et ensuite Rebecca. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Moi, je suis économiste au ministère de l'Environnement. Ton petit slogan m'a accroché un peu, là, les États parlent, les villes agissent. Disons, on va québéciser un petit peu ta question. On va se dire, est-ce qu'au Québec, c'est vraiment le cas? J'explique un peu mon raisonnement. Tu as le Québec qui met en avant le SPED, qui met en avant des mesures environnementales, je pense, en tout cas, dans un contexte canadien assez avancé. Là. On va en convenir que c'est pas assez, mais qui somme toute, on essaie d'être des champions en la matière, même si on considère qu'on a des gouvernements, je dirais, relativement conservateurs au pouvoir. Là, de l'autre côté, on a des villes, on a Stoneham qui se construit sur le bord du lac Saint-Charles, on a Merci de Montcalm qui fait ouvertement de l'étalement urbain, on a la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui veut faire l'étalement urbain, les banlieusards, ils votent sur des autoroutes, même notre ami Régis Labombe, il pousse pour des projets d'un autre siècle comme le port de Québec. Donc, je pense que globalement, au Québec, si on exclut évidemment Valérie Plante, j'ai l'impression que les villes, c'est un milieu plutôt conservateur et réfractaire aux vraies solutions. Donc, je me demande si ton exemple n'est pas enjolivé par les grandes villes internationales, puis que dans les faits, les villes, au Québec du moins, là, sont plutôt des éléments conservateurs qui vont être plutôt un obstacle à la lutte au changement climatique. J'aimerais t'entendre sur ce commentaire-là. Merci beaucoup, c'est un point qui est très pertinent, effectivement. Alors, des villes, comme des pays, on en a de tout type. Et donc, on a des villes qui vont effectivement montrer leur activisme. Et puis d'autres qui vont rien dire et qui vont clairement pas rentrer même dans ce genre de débat. Alors peut-être que dans le contexte québécois où je peux pas en parler beaucoup parce que je suis certainement pas spécialiste de cette question, mais de ce que j'en vois, c'est qu'effectivement on est dans un milieu qui est plus conservateur et peut-être pas encore vraiment qui rentre pas encore vraiment dans ces débats-là, alors qu'il fait peut-être pas partie des villes qui agissent. Mais par rapport à ce slogan, moi je suis quand même très très critique. Ce que j'essayais de mettre aussi en avant dans ma présentation, c'est que peut-être que les villes ont ce discours-là, ou certaines villes plutôt ont ce discours-là, mais on sait qu'entre le discours et l'action, il y a un pas.
Et donc, je ne suis pas persuadée que des grandes villes internationales comme San Francisco, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, comme New York, comme Londres, font autant que ce qu'elles disent. Il y a aussi beaucoup de discours. Un des problèmes, notamment, c'est quand on étudie différentes villes à travers le monde, c'est comment est-ce qu'on va mesurer vraiment leur impact. C'est-à-dire que chaque pays, et puis peut-être un peu chaque ville, a sa propre manière de mesurer, par exemple, ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça rend la comparaison assez difficile. Il n'y a pas encore il y a des protocoles qui se mettent en place, mais il n'y a pas encore comme un seul protocole unifié qui permettrait aux villes de mesurer leur impact environnemental toutes de la même manière. Donc ça fait aussi que ça peut rendre un discours tel que nous, on agit, puis les autres ne font rien, qui est plus facile. Mais clairement, oui, il y a de grosses différences entre les villes, puis entre les pays, et puis aussi de culture. Bien sûr que des villes internationales ont un grand intérêt à mettre en avant aujourd'hui leur activisme environnemental, que n'ont pas forcément des plus petites villes qui, de toute façon, ne sont pas dans le même type de problématique. Et puis, au-delà de la question des grandes villes, petites villes, on a aussi la question nord-sud qui peut se poser. Des villes du nord industrialisées ont peut-être beaucoup plus de facilité à aborder ce genre de thème de nous, on veut protéger l'environnement, que des villes du sud qui sont aux prises avec des problèmes d'insécurité, par exemple, qui vont être clairement leur priorité par rapport à des questions environnementales, qui sont secondaires pour elles, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà presque j'ai à répondre là-dessus. Je vais prendre, si ça te va, Marielle, je vais prendre deux questions ensemble, comme ça, pour pouvoir répondre en même temps. Je vais prendre la question de Rebecca et la question de la personne qui se nomme Noémie et Guillaume. Oui, donc pour ma question, en fait, tu as commencé la présentation en parlant du fait que bon, ben, les villes, en fait, sont une cause, sont des acteurs super importants en termes de GS et d'émissions, mais aussi mais l'espèce de dualité entre solutions et problèmes. En fait, en ce moment, on parle beaucoup dans la lutte au changement climatique de densifier les villes pour éviter, en fait, la lutte contre l'étalement urbain dans une logique de lutte au changement climatique. Mais j'aimerais ça t'entendre davantage sur cette dualité-là. Est-ce que les villes, en ce moment, sont vraiment un atout pour nous ou, au contraire, si on mise vers une densification de la ville, densification, ça dit? Ouais, en tout cas, d'augmenter la densité de la ville, mais qu'on ne change pas nos façons de faire, est-ce que ce serait plus dommageable au final? En tout cas, j'aimerais t'entendre davantage là-dessus. Oui, Noémie et Guillaume. Donc, ma question, c'est au niveau des solutions techniques, comme tu en as parlé avec le métro à Hong Kong. Souvent, dans le développement durable, on met toujours en avant des solutions high-tech qui demandent toujours de nouvelles ressources et donc de l'extractivisme et tout ce qu'on connaît derrière. Et on parle très peu ou voire jamais de décroissance et de low-tech, alors que la décroissance, c'est indéniable pour arriver à la carboneutralité. Et par exemple, ben non, c'est ça. Est-ce que la question, c'est pourquoi on ne parle pas assez de décroissance? Alors, au sujet de la question de Rebecca, merci beaucoup. C'est un point qui est important aussi, la question de la densification. Alors, est-ce que les villes peuvent être vraiment une solution? Est-ce que densifier les villes, ça peut suffire d'une certaine manière? Je ne pense pas. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon. Je pense qu'on ne peut pas de toute façon s'imaginer que le mouvement d'urbanisation qui est en cours aujourd'hui et qui est en cours depuis plusieurs décennies ne va pas continuer. Donc, plutôt que je pense qu'il faut faire avec, il faut accepter ça. Il y a trop de dynamiques qui font on ne peut pas les empêcher finalement. Peut-être que dans l'Occident, par exemple, peut-être que dans le Nord, aujourd'hui, on peut retourner un peu vers la campagne, on peut comme avoir ce nouvel idéal. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que les villes des Suds, elles sont en croissance et elles vont continuer à l'être. Et ça, on ne peut pas vraiment lutter contre ça. Aujourd'hui, on a un taux d'urbanisation dans certains pays d'Amérique latine qui est de 70-80% par exemple. Donc, on est obligé d'accepter cette réalité-là. Et effectivement, la densification, c'est clairement un point
qui est très important. Pour la question du transport, par exemple, dont j'ai pas mal parlé dans ma présentation, la raison pour laquelle, dans ces classements internationaux, les villes d'Amérique du Nord, par exemple, sont souvent pas très bien classées. Les premières villes en matière de mobilité durable, c'est des villes d'Europe, souvent. Évidemment, il y avait Hong Kong, donc c'est comme un peu mon contre-exemple. C'est pas vrai, c'est pas mon contre-exemple. Il y a plusieurs villes d'Asie qui sont aussi à la pointe là-dessus, mais c'est des villes qui vont être très, très denses. Et les villes nord-américaines, qui sont des villes étendues, qui sont de grandes métropoles et qui font que c'est très difficile de mettre en place un système de transport en commun qui soit utilisé en fait par les gens, ça montre que oui, la densification, ça fait partie de ces solutions qui vont être importantes. Mais c'est ça, je pense qu'on ne peut pas lutter contre le mouvement d'urbanisation actuel, donc il faut voir la question de la densification comme une potentielle solution, en tout cas une des choses qu'on va devoir faire. Clairement, ce ne sera pas la seule. Pour la question de Noémie et Guillaume sur les solutions techniques, alors moi, je me force un peu à mettre en avant le bien fondé de ces solutions basées sur la technologie, mais personnellement, je me force à le faire notamment parce que c'est des solutions qui sont très souvent mises en avant, effectivement. Et je pense que la raison, c'est que c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est plus facile de proposer des solutions technologiques parce que des solutions basées sur la décroissance, basées sur un changement de système, c'est suicidaire en fait politiquement. Donc c'est très difficile de dire moi, nouvelle mairesse de la ville de Montréal, je propose plutôt que de dire je vais électrifier mon réseau de transport en commun, proposer de changer de système de production et de consommation, ça va être très difficile à faire accepter à la population qu'on gouverne, entre guillemets. Donc, je pense que c'est pour ça que les solutions techniques, c'est plus facile à faire accepter parce qu'on reste dans un même système. L'idée que la technologie va nous sauver, ça nous réconforte un peu, même si je pense qu'on se leurre en grande partie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec la technologie, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que c'est suffisant, probablement pas. Mais politiquement, c'est beaucoup plus acceptable. C'est une réponse un peu controversée, là, ce que je mets en avant, mais j'y crois quand même pas mal. On avait une question de Florian. Quelle est votre définition de la nature et pour vous, qu'est-ce que vous intégrez dans la nature? C'est une bonne question. C'est un peu le genre de question que je redoutais, comme qu'est-ce qu'une ville, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que l'environnement. Je pense que dans le milieu scientifique, on n'a pas d'accord sur ce genre de questions. Alors moi, je parle de nature, comme je parle un peu d'environnement, parce que je trouve que c'est pas facile de savoir vraiment ce qu'on veut dire par là. Quand je parle de nature, par exemple, pour l'opposer à la technique, les solutions basées sur la nature, ça va être vraiment des solutions qui vont être basées sur les ressources naturelles qu'on a déjà, plutôt que sur les technologies qu'on doit créer, par exemple. Donc, des solutions basées sur la nature, ça va être les questions du verdissement urbain, ça va être bien sûr la question de... Pardon. Ouais, beaucoup ce genre de points-là. Comment définir la nature? Sinon, est-ce que c'est par rapport à l'opposition à la ville? Je pense qu'on définit la nature comme ce qui n'est pas déjà construit par l'homme. Alors évidemment, dans la campagne, ça ne veut pas dire qu'on construit rien dans la campagne, bien entendu, mais je pense qu'il y a une question d'échelle là qui est importante. Je sais que je ne réponds pas tout à fait bien à la question. C'est une question pas facile et certainement pas pour quelqu'un qui fait de la science politique. Là, je laisserai ça plutôt à des experts d'autres domaines. Mais voilà un peu moi, en tout cas, ce que j'entendais dans ma présentation là-dessus. On avait une question d'Andréane. Elle vient de l'écrire. Est-ce que tu voulais la poser? Je peux la poser, Anthony. OK. Oui, c'est ça. Donc là, je me disais, jusqu'à maintenant, on a parlé des réseaux transnationaux pour créer des liens entre les villes mais au niveau international. Qu'est-ce qui existe au Québec est-ce qu'il existe un réseau national qui regroupe les villes
et où les municipalités, puis qui créent une plateforme pour échanger les bonnes pratiques en ce qui concerne la lutte au changement climatique. Puis, ce serait quoi, si ça n'existe pas présentement, ce serait quoi l'impact d'un tel réseau pour mettre de l'avant le rôle des villes dans la lutte au changement climatique là, au Québec? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je n'en connais pas, mais c'est aussi parce que j'ai travaillé, moi, que sur des réseaux qui seraient transnationaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais de ce que j'ai vu jusque-là, quand j'ai cherché un peu, notamment, j'ai regardé à quel réseau pouvait être intégrée la ville de Québec. Il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, il y a des réseaux. Alors, je ne sais pas si c'est. Il me semble que c'est plutôt au niveau canadien plus que québécois, mais qui regroupent les municipalités du Canada. Je ne sais plus exactement le nom. Mais c'est sûr que ça existe. Et puis, ce n'est pas forcément spécialisé sur la question environnementale. Mais les réseaux que j'étudie ne le sont pas forcément non plus, mais souvent il y a un axe environnemental qui peut être important. L'impact de créer un tel réseau, c'est pas une question facile parce que l'impact de ces réseaux, même transnationaux, qu'ils soient transnationaux ou qu'ils soient nationaux, je pense que c'est le même type de question, mais il est limité généralement en matière de réduction directe des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, c'est pas parce que des villes font partie d'un même réseau, là encore national ou international, que 5 ans plus tard, elles auront vu une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre de 10%, 15%, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça pousse les villes à beaucoup plus se poser des questions, à beaucoup plus être présentes en matière environnementale. Et donc, ne serait-ce que par l'échange d'informations, l'échange de bonnes pratiques, telle ville qui fait ça et qui parle de ce qu'elle fait à telle autre ville, que ça peut intéresser parce que potentiellement, elle a une problématique similaire, ça peut générer de nouvelles idées, ça peut amener à de nouvelles politiques qui peut-être dans 10 ans ou 15 ans auront des effets. Donc, les effets directs sont a priori pas très forts, d'autant plus que un des problèmes de ces réseaux, c'est que les villes qui vont en faire partie, généralement, c'est déjà des villes qui sont intéressées par ces problématiques-là. Et donc, des villes qui sont, par exemple, plus conservatrices, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt dans les questions environnementales, vont pas nécessairement, puisque ces réseaux, leur base est volontaire, vont pas forcément s'intégrer à ce genre de réseau. Donc, le problème que j'y vois, c'est que parfois, c'est des réseaux qui permettent de prêcher les convaincus, finalement. C'est que des gens qui sont déjà d'accord entre eux sur le fait qu'il faut faire quelque chose, qui se retrouvent à parler. Ça ne veut pas dire que c'est complètement inefficace, là encore, mais c'est sûr que c'est probablement pas suffisant. Mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer des acteurs qui sont en retard ou des acteurs qui ont peu d'intérêt sur ces questions-là? Ça, c'est compliqué. À moins qu'il y ait des politiques qui soient à un niveau supérieur, qui forcent les villes à agir plus à ce niveau-là. Mais là encore, il va falloir qu'elles leur en donnent les moyens. Donc voilà, j'ai pas plus de réponses que ça. J'espère que ça éclaire quand même un petit peu ton point. Oui, très bien, merci. Merci pour les réponses. Donc, merci encore pour la présentation aussi, Mariam. Il est rendu un peu plus que 8 heures, donc ça va tirer vers la fin. Je vais remercier tout le monde d'avoir participé. Je vous invite à rester encore pour le mot de la fin. Puis ensuite, on est quelques-uns à rester là. Donc, si vous voulez jaser de façon informelle, si vous avez des questions, Marielle aussi, là, si tu restes là, t'es bienvenue. Mais avant ça, j'aimerais ça là, passer la parole à Jackie Smith, chef de Transition Québec. Et puis, j'en profite aussi pour vous encourager à devenir membre de Transition Québec. Oups, je pense que ça faisait un petit bout que j'étais en train de parler dans le vide. Oui, bon, je voulais remercier Marielle encore une fois pour la présentation. C'est ça, il est rendu un peu plus que 8 heures. Là. Mais si vous voulez rester, là, Marielle aussi, si tu veux rester, là, ensuite, on est quelques-uns à rester là, pour une discussion plus informelle. Mais avant ça, j'aimerais ça passer la parole à Jackie Smith, chef de Transition Québec. Là, et puis, je vous encourage à devenir membre de Transition Québec. Je vous encourage aussi à faire un don à Transition Québec. Là, vous pouvez avoir jusqu'à 80% de remboursement d'impôts. Donc, si vous donnez 100$, vous pouvez recevoir, ça peut vous coûter en fait juste 20$. Donc, ça, voilà. Je vous envoie le lien pour tout ça, puis je passe la parole à Jackie.
Merci beaucoup, Anthony, pour l'organisation. Merci beaucoup, Marielle, pour la présentation. C'était vraiment intéressant. J'ai adoré le fait que vous avez opposé le concept de ville et nature parce que c'est vraiment quelque chose que dans la ville du 21e siècle, il faut enlever cette opposition, cette dichotomie-là parce qu'on sait que on comprend maintenant dans l'époque postmoderne que nous sommes la nature, nous sommes l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Ça a pris du temps pour comprendre ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et je pense que c'est un peu, ça explique beaucoup le phénomène des banlieues. C'est les gens, ils veulent être en ville, ils veulent être en nature, ils veulent être proches, tu sais, on est des animaux sociaux, on veut être proche des gens, on veut être proche des services, mais on veut être proche de la nature aussi. Donc, si on peut construire nos villes d'une façon avec plus des espaces verts, plus de nature, avec les processus et les écosystèmes plus basés sur les systèmes qui existent, là, je pense qu'on peut vraiment lutter contre les changements climatiques. Je voulais aussi rebondir un peu avec Patrice. Tu avais parlé de fait que les municipalités, à part de Montréal, les municipalités sont très conservatrices. Je suis entièrement d'accord, mais c'est pas à dire que c'est une grosse perdue parce qu'il y a les mouvements citoyens et les politiciens qui se mobilisent. Il y a, comme tu sais déjà, Sherbrooke citoyenne qui s'organise. Gatineau, il y a des gens dans Rimouski, des personnes qui étaient là, ils sont partis, je voulais en jaser. Gatineau, Longueuil. Donc, c'est un phénomène intéressant et important que les progressistes et les écologistes se mobilisent dans les plus petites coulées de pouvoir. Moi, j'ai assisté à un événement, c'était Place aux Jeunes, c'était voilà quelques années, on était allé à Danville, puis on a rencontré la mère, et la mère, c'est un monsieur qui était complètement incapable de exprimer pourquoi il avait pris des bonnes décisions. Il comprenait, c'était tellement clair qu'il ne comprenait pas c'était quoi le bien-être pour sa ville. Il nous a amené à une école primaire, puis il a dit « Ouais, voici, tu sais, ça, c'est une école primaire, c'est super beau. Hey, savez-vous quoi, là? Juste là, il y a comme une montagne d'amiante. » Puis il y aura une usine pour la transformation des produits chimiques juste en face. What? L'incompétence était incroyable. Donc, si les progressistes qui sont déjà dans des petites municipalités s'impliquent et se fait élire, là, il y aura des mouvements et ça commence, les mouvements, ça bouge. Donc, j'en ai de l'espoir dans la liste prochaine année. Ça va partir. Jackie, c'est vraiment pour compléter. J'ai espoir, puis je fais mon don de 100 $ à Transition Québec. Merci.